titre de ce 19h30, les préparatifs du sommet de Pau ont commencé. Un émissaire d'Emmanuel Macron est arrivé à Ouagadougou pour rencontrer Roch Marc Christian Kaboré. Les deux hommes ont parlé pendant de très nombreuses minutes, 2 heures d'horloge. Et pendant ce temps, la société civile continue de marquer son indignation en ce qui concerne ce qu'elle appelle la convocation irrespectueuse du chef de l'État français. Ce jeudi, l'initiative Souveraineté, Dignité et Paix a annoncé des manifestations pour les semaines à venir. Les détails tout à l'heure et surtout, parlant toujours des sociétés civiles, nous recevrons dans ce journal Ali Sanou, il est le secrétaire général du MBDHP. Il viendra nous parler du cas Norbert Zongo à la veille du 21e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation. Ça sera pour tout à l'heure. Et puis, le grand format de ce journal nous amène au campus ENCO où vous verrez la progression de Malik Sari, cet enfant autiste en classe de 6e qui a su charmer personnel administratif et camarades de classe. C'est la suite d'un parcours que nous vous montrions dans un de nos récents reportages. Vous verrez tous les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Après l'invitation par voie de presse, place maintenant au canot diplomatique. L'émissaire d'Emmanuel Macron est arrivé à Ouagadougou en provenance de Niamey. Il a été reçu en audience aujourd'hui même par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Les deux hommes se sont entretenus sur l'ordre du jour du sommet de Pau dans le sud-ouest français où la présence des troupes françaises dans la région du Sahel sera évoquée. Mais fait marquant de cette audience, c'est qu'elle aura duré près de 2 heures de temps, ce qui est très inhabituel dans ce genre d'exercice. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Un large sourire et une mine décontractée de l'émissaire français au début de l'audience. Mais après l'audience, on peut remarquer qu'elle aura perdu de toute sa splendeur. Les clarifications de Pau ont-elles déjà débuté à Kosiam? Surtout quand on sait que l'entrevue aura duré près de 2 heures d'horloge, chose inhabituelle dans les audiences présidentielles. Ou bien est-ce parce que l'envoyé spécial du président français créait les questions des journalistes? On retient néanmoins de cette audience qu'elle a porté sur l'ordre du jour du sommet de Pau, reporté à janvier 2020 pour cause d'attaque au Niger et qui a coûté la vie à 71 soldats. Du Burkina Faso a reçu une lettre dans laquelle il est précisé très clairement les termes de cette invitation, qui est une invitation au dialogue, une invitation à la réflexion, une invitation à l'action face à ce péril terroriste. Je connais les impatiences, je connais les exigences des populations, je pense aux réfugiés, je pense aux déplacés, je pense à tous ceux qui ont dans leur famille eu des victimes de ce terrorisme et qui disent qu'il faut agir. Voilà. Il y a une forme d'urgence. Ça a trop duré. Voilà, depuis 2013 que la région connaît ce terrorisme. Nous allons, dans la perspective de ce sommet, avec le président du Burkina Faso, avec le ministre des Affaires étrangères, travailler pour faire en sorte que ce sommet puisse non seulement afficher, je dirais, la fraternité d'armes, la solidarité, qui est la marque de l'amitié entre la France et les pays du Sahel, mais aussi déboucher sur des mesures concrètes, une stratégie commune pour répondre au mieux à ce défi du terrorisme. Le sommet de Pau devra également évoquer la question du développement de la région du Sahel. Il faudra parler tous les sujets, parce que la question sécuritaire, elle est centrale, mais je n'oublie jamais qu'il faut aussi parler de la pauvreté, il faut parler du développement, il faut parler des services publics sur l'ensemble du territoire, et pour cela a été lancée une initiative qui s'appelle l'Alliance Sahel il y a maintenant 2 ans, et nous souhaitons, avec nos amis, avec les bailleurs, faire en sorte que cette Alliance Sahel donne tous ses fruits, qu'elle travaille encore mieux, qu'elle aille plus loin. Et ça, c'est un rôle très important qui se fait sur le terrain. En attendant qu'une date précise soit dégagée pour le sommet de Pau en janvier 2020, le président du Faso, en sa qualité de président du G5 Sahel, a annoncé une réunion préparatoire avec ses pairs de l'organisation sous-régionale en mi-décembre.
Et ce ne sont pas que les politiques qui préparent le rendez-vous de Pau. Les organisations de la société civile aussi se mobilisent, mais pas pour le même objectif. Elles prévoient des manifestations pour dénoncer le caractère irrévérencieux, disent-elles, de l'invitation d'Emmanuel Macron. Et c'est l'association Initiative Souveraineté, Dignité et Paix qui l'a annoncé ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Les explications de Arsène Konditamde. Le lieu choisi pour cette conférence de presse est symbolique, l'amphithéâtre D de l'université Joseph Kizebou. L'endroit à partir duquel Emmanuel Macron s'était adressé à la jeunesse africaine en novembre 2017. Pour les conférenciers, la visite du président Macron était la première d'une série d'humiliations vis-à-vis du continent africain. La dernière en date serait la convocation des présidents des pays du G5 Sahel à Pau en France. Réunis au sein de l'initiative Souveraineté, Dignité et Paix, ils disent non à toute forme de dictat extérieur. Il est important de rappeler à toutes les puissances étrangères qui nous aident à la résolution de la crise au Sahel que la sous-région n'est pas un espace d'expérimentation de technologies militaires. C'est l'occasion de rappeler aux dirigeants du G5 Sahel et de l'Afrique en général les aspirations profondes de nos peuples quant à notre désir de prendre en main notre avenir et notre autodétermination. Ce 11 décembre, une attaque terroriste a fait au moins 70 morts dans les rangs de l'armée nigérienne à Inates, près de la frontière avec le Mali. Une attaque qui se produit quelques jours avant la rencontre de Pau, initialement prévue le 16 décembre 2019. Coïncidence ou intimidation, pour Maître Benouendé Sankara, elle vient rajouter du discrédit et de la polémique à la présence militaire française en Afrique. Cette attaque-là va certainement peser sur la rencontre éventuelle qui aura lieu. Parce que personne ne peut comprendre que ce soit à la veille de la rencontre de Pau que cette attaque peut avoir lieu encore une fois de plus sous la présence de forces militaires dans les pays du G5 Sahel. Que fait la France? Que fait la France? Il faut effectivement clarifier nos rapports plus que jamais avec la France. Cette conférence de presse est aussi l'occasion de lancer un appel à l'union sacrée des sociétés civiles et des forces progressistes dans chaque pays. L'initiative Souveraineté, Dignité et Paix convie la société civile d'Afrique de l'Ouest à une rencontre à Pau, au Burkina Faso. Des manifestations sont attendues dans les jours à venir dans les pays du G5 Sahel avant le départ des chefs d'État pour la France en janvier 2020. Et c'est dans ce contexte de polémique autour de la présence des troupes françaises dans la région du Sahel qu'on a appris l'attaque d'un camp militaire au Niger, à Inates, dans le nord, à la frontière avec le Mali. C'est un bilan lourd, très lourd même. On parle de 71 militaires tués par les terroristes et de nombreux disparus. C'est ici, à la frontière avec le Mali, que le Niger vient de subir sa plus lourde perte militaire. Dans une attaque d'une rare violence qui a duré 3 heures, plusieurs centaines de terroristes ont pilonné le camp d'Inat. Bilan, 71 soldats tués, plusieurs disparus. Véhicules kamikazes, tirs d'obus incessants, les djihadistes étaient lourdement armés. Beaucoup de victimes sont mortes dans des explosions de dépôts de munitions et de carburant. La région, malgré la présence française de la force Barkhane, est ensanglantée régulièrement. Cet automne, le Mali a perdu 140 soldats. Barkhane, une présence étrangère contestée, accusée par l'opinion publique au Sahel d'entretenir la violence djihadiste. Après ce bain de sang au Niger, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report au début de l'année 2020 d'un sommet initialement prévu lundi prochain avec les dirigeants des 5 pays du Sahel pour évoquer l'intervention française. Face aux critiques, il menace même de retirer les troupes françaises. Et pour être complet sur l'actualité sur le continent, sachez que les Algériens ont voté ce jeudi pour élire leur président. Une élection qui se déroule dans un contexte tendu car les manifestations n'ont pas cessé depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants demandent notamment le renouvellement de toute la classe politique algérienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est le moment choisi pour recevoir l'invité de ce journal. Je vous le disais en début
d'édition. Il s'agit de M. Ali Sanou, il est le secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. M. Sanou, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler de la journée de demain, 13 décembre, qui marque le 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. 2 décennies de manifestations, de meetings, de marches, 2 décennies aussi d'actions judiciaires. Et justement, sur l'action judiciaire, aujourd'hui, à la veille du 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, où est-ce qu'on en est concrètement avec le dossier judiciaire? Ok, merci. Il faut dire que c'est un dossier judiciaire qui a connu un certain nombre de rebondissements, depuis notamment le non-lieu en 2006. La lutte de notre peuple a contraint les autorités à rouvrir le dossier de façon effective en 2015. Donc en 2015, une information judiciaire a été réouverte et au jour où je vous parle, il y a 4 personnes qui sont inculpées dans ce dossier, 4 personnes dont François Compaoré, pour qui justement le Burkina Faso a émis une demande d'extradition depuis la France. Cette demande-là a fait l'objet d'une bataille judiciaire qui a été remportée par notre pays. Donc aujourd'hui, son extradition est en phase, c'est la phase administrative. Nous attendons avec impatience que les autorités politiques françaises enclenchent la phase administrative, prennent un acte pour effectivement opérationnaliser cette extradition vers le Burkina Faso. Alors, on a donc espoir que ce procès tant attendu puisse avoir lieu? Oui, nous avons espoir qu'il puisse avoir lieu parce que c'est 21 longues années de lutte de la part de notre peuple. L'espoir nous a toujours abrités parce que si cet espoir avait disparu, depuis notamment 2006, le non-lieu odieux que la justice burkinabé avait rendu, c'est sûr que le dossier judiciaire serait enterré. Mais aujourd'hui, il est remis au goût du jour. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont actuellement détenues, 3 personnes. Nous attendons François Compaoré pour que le procès puisse effectivement avoir lieu. Alors, les organisations de la société civile et les organisations des droits de l'homme maintiennent toujours la pression. C'est pourquoi demain, 13 décembre, 21e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, vous manifestez encore. De l'assassinat de Norbert Zongo, pardon. Oui, effectivement, demain à 7h, il y a un dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Ouinguen sur la tombe de Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune. À partir de 8h, nous prévoyons un meeting à la bourse du travail de Ouagadougou où un message sera livré par le collectif contre l'impunité et par la coalition nationale de lutte contre la vie chère, les 2 structures qui co-organisent l'événement. Et à 18h à Ouagadougou, il est prévu une projection de film à l'espace Cous en direct à côté du rond-point de la Padoa où nous allons retracer en son et en images les 20 longues années de lutte du collectif. Et il faut dire que c'est le programme à Ouagadougou, mais dans plusieurs autres localités du pays, comme c'est le cas à l'accoutumée, il y aura des manifestations qui seront organisées. Donc ce sera des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Il faut peut-être ajouter que Norbert Zongo est l'affaire peut-être emblématique, mais vous manifestez aussi pour les victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué également. Oui, parce que la journée du 13 décembre, c'est une journée emblématique, comme vous le dites, du refus de notre peuple de voir se perpétuer les crimes économiques et les crimes de sang dans notre pays. Donc demain, nous manifestons aussi bien pour exiger la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, pour les victimes de la résistance au putsch, de l'insurrection populaire, mais également pour beaucoup d'autres dossiers emblématiques. Mais je précise également que nous manifestons parce que demain, nous voulons dire non à la remise en cause des libertés démocratiques dans notre pays. Parce que Norbert Zongo, justement, son sacrifice a permis un espace de l'expression, l'élargissement des espaces de liberté. Mais nous constatons depuis notamment cette année qu'il y a une volonté de remettre en cause ces libertés qui ont été acquises au prix de la sueur et du sang. Et donc demain, nous manifestons pour dire non à cela. Alors quand vous parlez de remise en cause des libertés, vous vous souvenez peut-être de la journée de cette marche contre les forces impérialistes, cette marche qui a été réprimée. Oui, cette marche qui a été interdite et réprimée, mais également les journées que nous avons organisées dans le cadre des journées anti-impérialistes où nous voulions marcher pour demander le départ des bases militaires françaises et étrangères de notre pays
La marche a tout simplement été interdite par les autorités. Alors, parlant de la présence des bases militaires françaises dans la sous-région sahélienne, quel est votre avis sur cette affaire d'invitation, disent certaines personnes, de convocation, disent d'autres, des chefs d'État des pays du G5 Sahel par Emmanuel Macron, rapidement? Moi, je parlerai de convocation parce que, vous savez, l'invitation de chefs d'État, de plusieurs chefs d'État, répond au moins à des codes diplomatiques. Lorsque ces codes diplomatiques ne sont pas respectés, et en plus avec un ton qui ne donne pas apparemment le choix au chef d'État que de venir, moi je dirais que c'est une convocation, et cette convocation s'explique par le fait que, comme nous l'avons toujours dit, notre pays est un pays dominé. Et la France impérialiste se comporte avec le Burkina Faso comme justement un maître se comporterait avec une personne qu'elle domine. Donc cela nous interpelle pour nous mobiliser, pour savoir que l'impérialisme est au bout du jour. Il n'y a pas de développement économique et social. Il n'y a pas de sécurité sans qu'on ne puisse s'organiser nous-mêmes pour se débarrasser de l'impérialisme, sans qu'on ne puisse se libérer de nos chaînes. Alors, merci bien, M. Ali Sanoun, d'être venu sur ce plateau nous parler de la journée de demain, 13 décembre, qui marque le 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de toutes ces manifestations qui sont prévues. Demain, 13 décembre, c'est sûr que nous y serons pour la couverture médiatique. Merci d'être venu. Venez également pour manifester. Voilà, et donc nous poursuivons ce journal avec ces images. Vous vous souvenez certainement de Malik Siri, cet enfant autiste dont le cas avait valu un reportage de la télévision BF1. On était en juin 2019. Malik Siri, en classe de CM2, passait son examen de CEP dans un centre non spécialisé, ce qui a provoqué le mécontentement de ses parents qui dénonçaient une injustice. Mais les choses ont fini par s'arranger. Malik Siri a obtenu son CEP et c'est alors que va se poser un autre problème. Dans quelle école allait-il poursuivre ses études? Et c'est finalement au campus ENCO qu'il va commencer sa classe de 6e. Figurez-vous que nous nous sommes rendus au campus ENCO où nous avons retrouvé notre ami Malik Siri 3 mois après. Il semble avoir conquis tout le monde, personnel administratif, enseignants, camarades de classe, tous sont unanimes. Malik Siri a visiblement réussi son intégration. John William Somda. Après avoir réussi avec succès au CEP session de juin 2019, Malik Siri est aujourd'hui élève à Nkowaga en classe de MIP1, l'équivalent de la 6e de nos lycées et collèges. Le 10 décembre dernier, à notre arrivée dans l'enceinte de l'établissement, nous avons vu un garçon ouvert et plutôt plein de vie à l'image de ses amis au moment d'entrer en classe. Et il faut dire qu'à la rentrée, le corps enseignant et la direction de l'école avaient quelques appréhensions, d'autant plus qu'ils n'étaient pas tous formés à la gestion des cas d'enfants autistes. La peur existait quelque peu dans les couloirs d'Nkowaga. Oui, un peu, quand on sait ce qu'on dit de l'autisme, voilà, de quelqu'un qui est autiste. Mais moi, personnellement, j'avais une certaine confiance. Il y a un film qui passait sur Canal+, et puis The Good Doctor, où il y avait un autiste qui est docteur. Et j'aimais bien regarder cette série-là. Donc, lorsqu'on nous a dit qu'on aura un enfant autiste ici, et il y a eu une séance de formation qui a été organisée, on a assisté et j'ai vu un peu Malik. Donc bon, j'étais un peu confiante, mais avec une petite peur quand même. Après un trimestre dans la cour et dans les classes, Malik a fini par lever tous les doutes qui pouvaient subsister sur ses capacités à se fondre dans le moule et à performer en classe. Des notes en nette progression, une aptitude à ne jamais relâcher, encadré et responsable administratif, apprécie les 3 mois passés par Malik Siri sur le campus d'Nkowaga. Effectivement, Malik est chez nous, ça fait un trimestre. Je crois que c'est satisfaisant. À premier abord, quand un enfant autiste, c'est inquiétant, les gens ont des préjugés. Mais on a constaté qu'avec Malik, c'est pas ça, son adaptation. Il arrive à s'adapter, il s'intègre avec ses autres camarades de classe et tout se passe vraiment bien. Malik, c'est un élève, je peux dire, exceptionnel. Son niveau évolutif, je peux dire, est appréciable, vraiment très, très à encourager et aussi à ovationner, parce que depuis la rentrée, Malik a démontré une certaine évolution qui peut, je peux dire, croissante. Voilà. Il a su démontrer qu'il veut atteindre la perfection.
L'autisme, un mal dont souffre certainement bon nombre d'enfants. En l'absence de chiffres, difficile d'estimer le nombre d'enfants autistes dans notre pays. Toutefois, ceux-ci ont besoin d'accompagnement et de soutien. Au Burkina Faso et certainement dans d'autres pays africains, l'autisme apparaît comme un cara qui peut parfois faire honte aux parents, mais il n'est en aucun cas une difficulté insurmontable. Les enfants autistes ont juste besoin d'accompagnement. Malik Siri bénéficie dans ce sens de l'appui d'un assistant, un AVS comme on l'appelle. Pour Sama Issama Amadou, Malik est un garçon qui pense toujours à faire plus. Ouais, il fait de son mieux pour s'adapter à la situation. Bien vrai que ce n'est pas facile parce que parmi quelques-uns de ses comportements, il se retire des autres. Il fait de son effort aussi pour s'approcher, mais c'est difficile que les autres comprennent ce qu'il veut dire. Et aussi, des fois, ça c'est lié à l'autisme. Certains sont agressifs, ils se referment sur eux-mêmes et ils développent des comportements qui sont... Il y a des troubles de concentration. Aussi, ils font des choses répétitives. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on lui dit de faire, mais c'est mieux de se concentrer sur ce qu'il peut faire que de l'amener à faire ce qu'il ne peut pas faire. Élève studieux, Malik est bien parti pour passer en classe supérieure. Du reste, il n'hésite jamais à passer au tableau pour traiter des exercices. Et lorsque les choses s'y passent bien, ses camarades ne se gênent pas pour l'ovationner. Mieux, ils se montrent tous très fiers de Malik. On pourrait même dire qu'ils ne sont pas les seuls. La gérante de la cantine est également tombée sous le charme, l'enthousiasme et la disponibilité de Malik. Malik, c'est l'ami de toute la classe. Il est exceptionnel. C'est un élève studieux aussi. On ne peut même pas le décrire. C'est vraiment un élève exceptionnel, génial et généreux. Malik n'aime pas la bagarre. Il aime l'amitié. Et quand il contredit quelqu'un, il fait du mal à quelqu'un, il sait comment se faire pardonner. Malik, c'est l'ami de tout le monde. J'aimerais dire que Malik est mon ami. Il est un élève exceptionnel. Il est gentil et... bon, comment dire, il travaille bien en classe. J'aimerais travailler comme lui. Malik est un élève très exceptionnel, très respectueux. Je l'admire vraiment. Et en matière de nourriture, quand il ne gagne pas ce qu'il veut là, c'est la bagarre. C'est un élève, il est très très ordonné, il aime tout le monde, il s'amuse avec tout le monde. Des fois même il m'aide à ramasser les kits des élèves et quand les élèves finissent de manger ses collègues, il ramasse leurs kits. Vraiment c'est un élève adorable. Pour sa première année au lycée, Malik a certainement conquis tout le monde sur le campus d'Nkowaga. Un garçon plus que disponible pour tous et qui, en dépit de son statut, montre qu'il n'est en aucun cas un handicapé. Pour Malik Siri et les autres enfants autistes, il suffit certes de plus d'attention, mais surtout d'amour et de considération. On parle encore d'éducation et des enfants dans des situations différentes, notamment les élèves malentendants des écoles de la ville de Fada, Ngourma. Leur cas a fait l'objet des mémoires de master professionnels soutenus par Yacouba Tiombiano, des malentendants dans la même classe que leurs amis qui n'ont pas forcément ce même problème. Qu'est-ce que cela donne? Magid Bakwa. Les jurys vous déclarent admis avec une moyenne de 17 sur 20. C'est le résultat de Yacouba Tiombiano. Il est désormais titulaire d'un master professionnel en sciences de l'éducation, option planification et management de l'éducation. Sa thèse, il l'a soutenue sous le thème « Pratique pédagogique et inclusion scolaire des enfants déficients auditifs dans des écoles ordinaires de la ville de Fada-Ngourma ». Il est important que l'on puisse regarder un peu si dans les écoles ordinaires dans lesquelles les enfants en situation de handicap doivent être reçus, si les enseignants sont préparés effectivement à pouvoir les inclure dans les pratiques pédagogiques qu'ils ont l'habitude de faire. C'est ce qui nous a conduit à nous intéresser spécifiquement à la prise en compte des enfants déficients auditifs dans les pratiques pédagogiques au niveau des écoles de FADA 2 et FADA 3, et toutes choses qui nous permettraient de généraliser un peu les conclusions de l'étude que nous avons réalisée à toutes les écoles ordinaires qui sont supposées recevoir les enfants dans cette situation. La pertinence du thème est appréciée par les premiers responsables de l'éducation. C'est une problématique qui est d'intérêt pour la direction, pour le ministère d'abord et à travers donc, cette direction. Et parce que justement, il s'agit donc de mettre en place donc, les dispositions pour que l'éducation soit une réalité pour tous les enfants. Yacouba Tiombiano a obtenu son diplôme de master à l'Institut de formation et de recherche intermédiaire en sciences de la santé et de l'éducation IFRIS, un institut qui offre des formations à distance.
Nous avons une plateforme e-learning qui permet aux étudiants de rester même hors du Burkina. Nous avons actuellement 11 nationalités inscrites. Voilà, dans nos formations, nous avons des étudiants de Djibouti, de Madagascar, du Togo, du Bénin. Et les étudiants se connectent et ont les cours en audiovisuel, comme s'ils suivaient par exemple YouTube. IFRIS a ouvert ses portes en octobre 2015. Il forme des cadres de l'éducation et de la santé en licence, master et doctorat. Éducation encore et toujours pour dire que la 11e promotion du Master 2 en Management et Commerce International de l'IAE Lyon 3 a effectué sa sortie de promotion ce week-end. Sandrine Zougouré. Il est ovationné par ses pairs pour son leadership, son assiduité au cours et sa rigueur au travail. Lui, c'est Relwende Hyacinthe Nanémon. Il est le major de la 11e promotion des impétrants du Master 2 en Management et Commerce International de l'Université Jean Moulin de Lyon 3. Avec comme thème de soutenance, optimisation de la gestion de l'aide publique au développement sur la base des résultats des audits financiers et comptables. C'est un mémoire qui a été sanctionné par une mention bien. Nous avons pris les cas du fonds danois dans le secteur des droits humains au Burkina Faso. Alors c'est parce que la gestion de l'aide publique au développement préoccupe plus d'un dans un contexte de rareté des ressources. Il va de soi que nous, en tant que gestionnaires, nous mettions notre touche dans cette réflexion pour proposer des outils à même d'aider à mieux gérer les finances publiques. Ils sont au total 28 impétrants en management et commerce international. En recevant tour à tour le parchemin, ces experts en management et commerce international pourront faire valoir leurs compétences sur le plan international. L'objectif de cette formation, c'est de former des cadres capables d'exercer leurs fonctions, des managers capables d'exercer leurs fonctions dans un environnement international. Alors ce diplôme est effectivement reconnu sur le plan international car il bénéficie d'une accréditation internationale qui est délivrée par un organisme qui s'appelle l'EFMD, qui est très connu dans le monde et qui garantit l'excellence de certaines formations. Et ce master de management et commerce international a obtenu à l'IAE de Lyon l'accréditation IPAS, délivrée par l'EFMD. Donc effectivement, c'est un master qui est non seulement bien sûr reconnu en France, mais qui est également reconnu sur un plan international. Ce master organisé en partenariat avec l'Université Joseph Kizerbo est le fruit d'une longue collaboration, d'où la délocalisation de l'Université Jean Moulin de Lyon 3 au Burkina Faso. Vous savez que cela fait plus d'une quinzaine d'années que l'Université Joseph Kizerbo a tenu à ce qu'un de nos objectifs principaux soit la professionnalisation des formations. Et c'est un modèle de formation qui nous va tout droit au cœur. Et vous savez aussi que dans le monde de l'emploi aujourd'hui, les employeurs sont de plus en plus exigeants et demandent à avoir des cadres de haut niveau, des cadres compétents pour pouvoir en tout cas avoir une bonne production dans les entreprises. Et ce Master 2 nous donne l'occasion, cette fois-ci, de produire 28 cadres compétents qui sera au service de l'administration. Depuis 2004, cette université forme par an près de 40 étudiants avec un taux de réussite de 75%. Et pour terminer, face au changement climatique et leurs impacts sur l'environnement, l'autorité du bassin du Niger prend des initiatives pour protéger les écosystèmes du fleuve Niger. Eh bien, pour la cause, elle a mis en place un programme impliquant les populations. Sandrine Zougouri. Au Burkina Faso, 30% du territoire, soit environ 9 234 500 hectares, des terres de production sont dégradées pour des raisons climatiques et anthropiques. Plus de 105 000 hectares connaissent une dégradation progressive chaque année. Cette accélération affecte non seulement la biodiversité, les écosystèmes, mais aussi les conditions de vie des populations. Et si rien n'est fait, cela risque d'être désastreux. D'autre part, le programme qui sera mis en œuvre au Burkina Faso constituera, avec les autres composants du pays, un instrument de développement durable dans le bassin du Niger. Dans ce contexte, la gestion durable des ressources naturelles demeure un défi et un enjeu national, régional et international. Il est porteur alors de définir des orientations,
d'entreprendre des actions concrètes en vue d'inverser la tendance de la dégradation de ces ressources et de faire des pays partageant les ressources du bassin du Niger des zones vertes et prospères dans un processus participatif et inclusif. En lançant la composante Burkina Faso du programme intégré du développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, l'ABN contribue à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des ressources naturelles. Bien, vous savez que ce projet vient renforcer déjà les acquis du PLCE dans le temps. Vous en avez entendu parler. Le programme de lutte contre l'ensablement du bassin du fleuve du Niger. Donc ce projet vient renforcer et certainement il va renforcer, à changer un peu les conditions de vie et surtout la gestion durable des ressources naturelles dans nos différentes communes. Vous savez que les 26 communes que compte la région sont en tout cas partie intégrante de la mise en œuvre de ce programme. La composante Burkina Faso est mise en œuvre dans 6 régions et couvre 68 communes situées dans la portion du bassin du Niger afin de préserver les écosystèmes. Elle bénéficie de l'accompagnement de la Banque africaine de développement. De ces 3 jours de réflexion, il est attendu une meilleure gestion des écosystèmes, des productions bien sécurisées et enfin des méthodes d'adaptation au changement climatique bien renforcées. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité renouvelée.